Bonjour Jean-Baptiste Labrune. Vous êtes en direct du Théâtre de Laval pour une manifestation qui s'appelle le Festival du Premier Roman, où vous venez parler de votre premier roman, L'ombre de son nom, qui a été édité en 2019, si je ne me trompe pas, aux éditions Magnani. Vous êtes professeur des écoles, ancien professeur des écoles, comment on peut dire ça? Alors j'ai été ancien professeur des écoles, je suis un ex-ancien professeur des écoles, puisque j'ai repris en septembre dernier. D'accord. Alors vous êtes, bien sûr on vient de le dire, auteur, traducteur, vous êtes aussi cofondateur avec Jérémy Fischer de la revue Pan. Alors vous avez publié effectivement plusieurs albums aux éditions Magnani. Alors vous êtes là face à nous dans le cadre de l'occupation du théâtre de Laval. On souhaitait inviter des auteurs pour parler un petit peu de leurs conditions d'auteur-artiste. Et ma première question, qui est plutôt personnelle, même je dirais plus intime, quel est votre rapport à l'écriture ? Le rapport à l'écriture, c'est une question qui est insoluble. Comme beaucoup d'auteurs, j'ai commencé à écrire très jeune, et c'est un processus perpétuel de remise en question, d'interrogation de soi, de ce qui nous entoure. Voilà, l'écriture et la vie se nourrissent mutuellement, et la lecture également, évidemment. Je ne sais pas si votre question concernait également le rapport à l'écriture dans la cité, justement. Oui, ouais, c'était ça. Exactement. L'écriture, pour la plupart des auteurs, j'ai le sentiment qu'elle est cantonnée à quelque chose de très solitaire et de très intime. C'est très difficile de créer avec l'ensemble des auteurs des mouvements collectifs pour parler de nos pratiques, de nos rapports à nos éditeurs, à nos lecteurs. Donc des moments comme maintenant, comme le Festival de Laval, sont des moments privilégiés où on peut rencontrer les collègues, les camarades pour en discuter, mais ça reste malheureusement rare. Après, l'écriture est pour moi une pratique artistique. J'ai la chance d'être libre parce que j'en vis pas, mais et c'est le cas de nombreux auteurs. Si je devais en vivre, ce serait, et c'est ce que j'ai fait pendant les 4 dernières années, et c'est effectivement extrêmement précaire. On passe son temps à accepter des commandes qu'on n'a pas nécessairement envie de faire. On se retrouve par monts et par vaux pour participer à des festivals, des ateliers, donc des choses qui finalement nous éloignent du travail de l'écriture. Vivre de sa plume, c'est réservé à très peu d'auteurs. Alors vous parlez effectivement d'une sorte de sacerdoce. Est-ce que c'est dû aussi à votre relation, je dirais, à la jeunesse et entre autres votre ex-métier qui était professeur des écoles? Est-ce qu'il y a une relation entre ce que vous avez pu éditer dans la revue Pan et puis cette relation à la jeunesse et peut-être à l'éducation? Je pense pas qu'il y ait un rapport direct entre mon écriture et mes activités professionnelles d'enseignement. Après, la préoccupation pour l'enfance, évidemment, ça m'a emmené aussi, parce que je côtoie beaucoup de littérature jeunesse, à en faire moi-même. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de textes, de romans, d'essais qui peuvent se permettre ce luxe du temps de l'écriture, du temps de la lecture, parce qu'ils sont profs en fait. Le statut d'artiste actuellement, enfin d'artiste auteur, est très appuyé sur le statut de prof. Et c'est ce qui fait que pendant longtemps, même dans le monde de la littérature jeunesse, eh bien, auteur, c'était pas un statut, quoi. C'était pas un métier. Parce que les gens faisaient ça à côté, et à côté, ils étaient profs. Une des choses qui a fait bouger les lignes dans le monde de la littérature jeunesse, c'est que les illustrateurs, avec notamment l'essor des écoles d'illustration telles que les arts déco par exemple, c'est devenu leur métier. Ils se sont mis à faire exclusivement de l'illustration, et beaucoup d'entre eux évidemment ne peuvent pas vivre des seuls albums qu'ils font. Donc alors certains passent par la presse pour gagner un peu de sous à côté, répondent à des commandes, font des ateliers auprès de publics scolaires, dans des médiathèques, etc. Et voilà, il y a notamment la charte des auteurs illustrateurs qui s'est saisie depuis un moment de ce problème, et qui a réussi à faire pression avec l'ensemble des artistes sur les festivals pour que
Quand on anime un atelier, quand on va faire une dédicace, c'est pas du travail de promotion, on n'est pas en train de vendre son image, on est en train de travailler. Et ils ont réussi à obtenir la mise en place d'une charte de rémunération qui fait que quel que soit le nombre d'exemplaires qu'on vend, on est rémunéré pour ces interventions en tant qu'auteur. Mmh. Et donc ça, c'est tout nouveau. Est-ce que vous sauriez le situer dans le temps ? La charte des auteurs-illustrateurs, ça fait quelques années qu'elle est en place. Je dirais que... Alors moi, je me rappelle quand le festival de Montreuil s'est mis à la respecter, parce qu'il y a eu une espèce de pataquès, parce qu'au début, ils ne voulaient pas payer, les auteurs ont râlé, ils ont fini par céder. Et on remarque que maintenant, c'est une pratique très globalement partagée, parce que l'ensemble des auteurs-illustrateurs ont fait bloc et ont tous dit, nous, si on vient, on est rémunérés, et tous sur la même base. Mmh. C'est ce qui a permis aussi de commencer à mettre en place un vrai système de sécu pour les auteurs, qui puissent cotiser pour leur retraite. Voilà. Alors vous évoquiez à l'instant des moments de revendication des groupes auteurs, je dirais. La question que je peux vous poser, c'est quel est votre rapport à l'édition ? Voilà, parce que ça, c'est quand même très important. C'est probablement la première source de vos rémunérations. Alors étonnamment, je parle personnellement, hein, ça concerne absolument pas l'ensemble de mes collègues, mais pour ce qui est des auteurs et des illustrateurs que je connaisse, on est très nombreux à ne pas... la majeure partie de nos revenus ne viennent pas des ventes de livres. Ouais. La majorité des revenus, c'est des interventions qui sont justement rémunérées maintenant de façon plus correcte. Et c'est des avaloirs, parce que comme vous le savez, dans l'édition, quand on signe un contrat avec un éditeur, on reçoit une somme qui est une avance sur le droit d'auteur à venir. Cette somme, elle va correspondre parfois à 2-3 mois de travail, quand parfois le livre a pris évidemment 4-5 ans parfois à faire. Ce qui nous oblige parfois à courir d'avaloir en avaloir. Donc en fait, à produire et à répondre à des commandes, parce qu'il faut chercher, réussir à avoir un avaloir. Sachant que les droits d'auteur, si les ventes dépassent ce montant initial, on ne les touche qu'un an plus tard. Donc il y a une trésorerie un peu compliquée à tenir parfois. Il faut voir que sur le livre que vous achetez en librairie, l'auteur, pour un roman, pour un essai, la base des droits d'auteur, c'est 8% jusqu'à 10 000 exemplaires, 10% au-dessus de 10 000 et au-dessus de 20 000, ça passe à 12. On va dire que c'est le contrat classique. Donc vous pouvez calculer vite, hein, sur un bouquin qui coûte 20 €, vous touchez un peu plus d'1 €. C'est faible, surtout quand parfois on est quand même le premier artisan et c'est nous qui sommes au début de cette chaîne. Et je ne parle pas de l'illustration où les auteurs bataillent encore, et parfois même des auteurs qui commencent à avoir déjà une certaine reconnaissance, auteurs-illustrateurs, hein, je veux dire, parce que historiquement ils sont moins reconnus, parce que c'est moins sérieux de faire des petits Mickey, ils ont des droits d'auteur qui sont souvent beaucoup plus faibles. Hein. J'ai là en tête une autrice, illustratrice qui vend très bien ses livres, et à qui, c'est son cinquième bouquin chez un éditeur, et l'éditeur lui propose un contrat à 7%. On peut se dire qu'à un moment donné, au moins la moindre des choses serait d'aligner, on va dire, les droits d'auteur de l'ensemble des auteurs-illustrateurs, sans établir de hiérarchie entre les artisans que nous sommes tous. Après, c'est sûr que la question est épineuse, parce que produire un livre, certes, l'auteur, il est à l'origine, mais il y a énormément de gens qui sont autour. Alors, on a évidemment les éditeurs, on a les coûts de fabrication, tous les gens qui s'occupent de la maquette. On a le libraire qui doit évidemment pouvoir se faire une marge pour continuer de travailler. On sait qu'ils ont vécu une période très difficile et que c'est ce sont des commerces qui ont besoin qu'on les défende au quotidien, et c'est eux qui permettent à la France de continuer de produire une littérature de qualité, et puis c'est les libraires qui permettent d'avoir une diversité, d'effectuer des choix de lecteurs. Et puis il y a une dernière part qui est énorme, qui est la part de la distribution et de la diffusion. Donc ça, ce sont les personnes qui vont démarcher les libraires pour leur présenter les nouveautés, et la distribution qui va acheminer les exemplaires dans les librairies. Alors dans les grands groupes éditoriaux, ces services sont internes, donc les coûts peuvent être réduits. Après, ils ont des problématiques de masse salariale qui rentrent aussi en compte, et puis ces gens doivent aussi se battre pour leurs droits. Dans l'édition indépendante, c'est un peu le nerf de la guerre, cette distribution et cette diffusion, parce que c'est sous-traité à d'autres entreprises, et c'est une énorme pression qui est mise sur les éditeurs. Donc je sais que
que certains éditeurs indépendants sont parfois dérangés par un amalgame qui est fait par les collectifs d'auteurs ou d'auteurs-illustrateurs, parce qu'ils disent que les problématiques ne sont pas les mêmes pour nous, et nous, on essaie de vous donner des avaloirs corrects, on essaie de vous donner des droits d'auteur corrects, mais nous, on a le couteau sous la gorge, parce que ce distributeur qui prend environ 25% du prix du livre, en plus facture des malus quand il y a des livres qui reviennent, quand il faut nettoyer les livres, quand il faut stocker des livres. Donc ce sont plein de coûts cachés, entre guillemets, que l'éditeur indépendant doit prendre à sa charge. Alors là, nous sommes au cœur de la problématique aussi de la sortie du premier roman. Donc je rappelle, en 2019, vous sortez L'ombre de son nom. Est-ce que ça a été pour vous significatif en matière de rémunération? Non, ça a été presque nul. Ouais. Ça a été presque nul, on peut le dire, mais ça a été le cas même pour certains livres qui se sont davantage vendus. Les revenus sont très faibles, surtout compte tenu du temps, si vous voulez qu'on passe dessus. Vous parlez de L'ombre de son nom, c'est un roman que j'ai mis 5 ans à écrire. Alors, c'est pas 5 ans non-stop et à temps plein, mais évidemment, c'est faible. Encore une fois, c'est un livre que je sors et j'en suis fier dans une maison d'édition indépendante. Et je comprends tout à fait les problématiques qui sont celles de l'éditeur. Et puis voilà, un livre, pour qu'on puisse être rémunéré, il faut qu'un livre soit vendu. Ça reste... C'est une marchandise un peu particulière, mais c'est une marchandise. Alors pour finir, en fait, Jean-Baptiste Labrune, je vous poserai une dernière question. Dans un monde idéal, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'auteur, l'artiste-auteur? Alors je ne pense pas être légitime pour parler au nom de l'ensemble de mes collègues et camarades auteurs et illustrateurs, mais de ce que j'ai pu entendre, et c'est globalement un avis que je partage, on est nombreux à penser qu'un statut qui serait proche du statut d'intermittent du spectacle serait bénéfique à la fois pour lutter contre la précarité des auteurs, parce qu'on sait qu'il y a une énorme partie d'entre nous qui vit sous le seuil de pauvreté, et puis bénéfique à la création, parce que ça permettrait de reconnaître que la création, c'est pas toujours un à côté, et que parfois, pour écrire un bouquin, pour se documenter, pour chercher, pour rencontrer des gens, on a besoin de temps, et c'est pas du temps qui est immédiatement productif. Voilà. Merci beaucoup, Merci Jean-Baptiste. À bientôt.